Bonjour, shalom, salam alaikum. Autant je me suis senti par moments orphelin dans ce studio cette semaine, autant je suis entouré par une population de confrères et d'invités. Merci à Dieu Tout-Puissant. Et merci également à vous qui nous écoutez de façon vraiment très bienveillante. Je sais que sur le coup de midi, vous entrerez en ligne sur le deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour continuer cette émission par vos questions et vos commentaires. Je vous prierai juste de vous en tenir au sujet que nous aurons développé aujourd'hui. Alors, le plateau technique se compose de Kokou, Michel Vitogbe et Tomega qui est à la console et de Géro Dakucha qui enregistre l'émission, aussi bien les sons que les images qui vous seront retransmis dès que nous aurons terminé. Le plateau est bien constitué. Commençons par Thierry Fanoukoé. Bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à tous et bonjour à toutes. Capola.net. Isidore Sassou Atialo Akolo. Bonjour. Bonjour Sassa, bonjour à toutes et à tous. Actu Express. Et puis un peu la revenante revenue, notre grande dame ODD qui nous a manqué pendant près de 3 mois. Rassurez-vous, c'était pour des occupations professionnelles. Elle est là, Djatoube Roland Daziaka, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, auditrices, vous m'avez beaucoup manqué. Merci d'être passé nous voir dans cette éclaircie dans votre agenda. Et puis, 2 invités que nous avons, Bibiche Mola, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Bibiche Mola, artiste de la chanson reggae, bien habillé comme un prince thème Kotokoli. Ouais. Eh bien, Bibiche Mola qui passe nous voir de temps en temps pour sur les pages culturelles, également ses commentaires sur l'actualité. Aujourd'hui, Bibiche Mola vient nous parler du nouvel amour qui est pour laquelle il s'adonne. Et puis notre dernier invité, Gabriel Dossé-Agneron, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les amis de la radio Canal FM. Dossé-Agneron, Gabriel Kodjovi Sassou, un vieil ami de plus de 40 ans, oui. Ancien ministre de la Culture, du Tourisme, président du parti LENI et tout nouvellement monsieur le maire adjoint de la commune de Vougan. Merci pour la présentation que je crois est totalement complète. Merci beaucoup. C'est une tradition, la pensée du jour que nous tirons de notre terroir qui dit ceci: on te critiquera de toute façon, mais fais ce que tu penses être bien. On te critiquera de toute façon, mais fais ce que tu penses être bien. Commençons par cette page. Si Barack Obama le permet, on peut lui emprunter son slogan « Yes, we can ». Et yes, nos éperviers peuvent réaliser cette prouesse-là demain samedi. Eh bien, c'est ce week-end que se jouent les marches retour. Les matchs, c'est pas marche, les matchs retour de la qualification pour le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, qui se jouera en 2020, si je me trompe. Et nos éperviers se trouvent depuis hier au Nigeria. Et naturellement, la presse revient là-dessus aujourd'hui. Le changement qui est écrit CHAN 2020, le Togo au seuil d'une première qualification. Autre journal, c'est l'Union pour la Patrie qui écrit lui aussi à la page 5, CHAN 2020, Nigeria contre le Togo. Jean-Paul Abalo, le coach des éperviers locaux, qui dit « Nous allons nous battre jusqu'au bout pour la qualification ». Le match se joue donc demain, le samedi, à Agege Stadium à Lagos.
Et si le Togo se qualifiait, ce serait donc une qualification historique. Autre journal, c'est Actu Express qui écrit lui aussi le Togo à la portée d'une le Togo à la porte d'une qualification historique, et le Canard Indépendant qui dit faites-le pour l'histoire. Alors Isidore, est-ce que les éperviers locaux franchiront cette porte historique? C'est tout le mal qu'on peut se leur souhaiter, parce que ce serait une qualification historique. Le Togo n'a jamais franchi cette étape, et pour avoir même battu au match aller ici au Togo par 4-1 l'équipe nigérienne, et lui avait donné le pion lors du tournoi de l'UFOA au Sénégal. Je pense que l'équipe part favorite, mais croisons les doigts pour que les choses puissent marcher pour eux. Merci. Les éperviers qui l'ont emporté ici à domicile 4-1, ils ont un peu l'avantage du score, mais attention, le match se joue à Agege Stadium à Lagos. Les éperviers partent avec cet avantage du terrain, mais ils partent également avec le soutien du gouvernement que le ministre des Sports, Foli Bazi Katari, est allé leur apporter avant leur départ, et les éperviers qui savent compter également sur l'accompagnement de la presse. Thierry Afanke, est-ce qu'avec tous ces atouts, les éperviers le réaliseront pour nous, ce rêve historique? Tout à fait. Je crois que Abalé Dossé, le coach des éperviers locaux, s'y met. Hier, je crois, ils sont partis dans la matinée avec tous nos soutiens, et je suis heureux d'apprendre qu'ils sont bien arrivés, et je me dis que ils sont dans de bonnes conditions pour l'emporter une fois encore. S'ils ont pu réaliser un bon score ici au stade de Kégué, je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas rééditer le même exploit au Nigeria. Nous avons de bons éléments, et il suffit pour le coach de bien les aligner, et puis ça va prendre. Vous savez que depuis un certain temps, tout l'espoir du public sportif se repose sur cette équipe locale, parce que avec les éperviers et Claude Leroy, on n'a plus le sourire, si ce n'est pas des matchs nuls. On nous gagne avec des scores qui ne nous arrangent pas. Donc nous sommes de tout cœur avec ces éperviers locaux. Nous prions, nous allons suivre de très près ce match-là, et nous osons croire que ils vont gagner, surtout qu'ils ont déjà l'avantage. Merci. Donc, les éperviers savent compter sur toute la bienveillance des médias et naturellement de Canal FM et du Club La Presse. Yes, you can. Mais autre chose que nous pouvons réaliser aussi, il y a 2 semaines, que le gouvernement, par le biais du ministère de l'Agriculture, a lancé l'opération Téléfoot. C'est vrai que l'opération Téléfoot a déjà quelques années, mais Noël Koutera Bataka, qui veut révolutionner, qui veut innover, Koutera Bataka, qui veut rassembler pas moins de 800 millions de francs CFA pour permettre à 1 millier de jeunes entrepreneurs agricoles et de femmes de nous montrer leur talent en termes d'augmentation des surfaces cultivables, en termes d'augmentation de la production agricole, une première transformation pour donner plus de valeur à nos denrées. Et le ministre Bataka qui en a appelé à de bonnes volontés, qui se signale déjà, King Vincent, pour ne pas faire de jaloux. Et puis nous apprenons que un autre artiste s'est mis dans la danse, n'est-ce pas, Bibi Shimoula? Oui, ça, je me suis engagé pleinement pour accompagner cette campagne Téléfoot 2019. Et voilà pourquoi je suis là. Et justement, pourquoi vous senti concerné à vous engager dans l'opération Téléfoot? Alors, dans un premier temps, le grand public me connaît comme artiste, musicien. Mais à côté de ça, je suis un entrepreneur agricole. Donc, je me sens tout à fait concerné. Et moi, dans mon parcours, j'ai compris que
pour se lancer et pouvoir se développer dans ce secteur d'entrepreneuriat agricole, on est confronté à des problèmes qui sont des problèmes financiers, et des problèmes de formation pour avoir les outils et pour appréhender toutes les facettes qui sont autour de l'entrepreneuriat agricole. Alors, cette initiative de Téléfoot 2019 qui est lancée et qui est la récolte des fonds pour financer 1000 entrepreneurs agricoles, si on peut le dire ainsi. Je pense que pour moi, c'est un engagement noble. Je dois accompagner cela parce que je sais de quoi il s'agit. Je sais ce dont nous avons besoin, nous, entrepreneurs agricoles. Donc, en tant qu'artiste, je me suis dit, écoute, si je joins ma voix à celle du ministre Bataka à travers le ministère de l'Agriculture, je pense que c'est quelque chose de bien. Ça peut nous aider tous. Eh bien, outre votre voix et votre musique, je n'en doute pas, est-ce que vous disposez d'un nouvel ou bien d'un autre arsenal que vous pensez mettre à la disposition de Koutera Bataka pour que son opération Téléfoot soit vraiment une réussite? C'est déjà ma disponibilité. Je me suis engagé à faire le tour des médias, d'aller partout pour en parler. Comme vous le dites déjà, nous sommes des artistes, des leaders d'opinion. Nous arrivons quand même à faire entendre notre voix jusqu'à un certain niveau. Donc c'est déjà ça. Donc à travers des vidéos, à travers des émissions audio et tout, moi je joindrai ma voix et mon image à cette opération qui me semble noble. Merci. Je me rappelle, Gabriel Dossé-Agnon, que il y a déjà quelques années, vous aviez lancé des actions un peu similaires dans le sens de la promotion des agricultrices, notamment celles qui produisent le manioc, la farine, le gari, le tapioca. Eh bien, vous devez vous sentir un peu dans votre bain avec l'opération Téléfoot de votre nouveau collègue du gouvernement Bataka. Oui, vous savez, le problème de l'agriculture togolaise, ce n'est pas tant la formation, la transformation, c'est plutôt un problème de prix. Et nous avons soulevé le prix de vente, le prix auquel on achète les produits aux producteurs agricoles. Et je crois que nous avions beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Et dans la complémentarité des actions, je crois que si on emboîte ces deux actions-là, on donnera un souffle à l'agriculture togolaise. Le problème des prix est très important parce que la banque ne peut pas vous prêter de l'argent si elle sait que demain, parce qu'on va augmenter la production, les productions vont augmenter et les prix vont chuter. Si les prix chutent, c'est que vous allez cultiver et vendre à perte. Merci. Donc, je me rappelle vos sorties afin que nos producteurs agricoles puissent vendre les produits de leur champ à un prix qui leur permette une vie décente, que les agriculteurs puissent également envoyer leurs enfants à l'école en formation, qu'ils puissent vivre également décemment. Et également, ce serait, vous l'aviez dit en ce temps-là, il ne faut pas une vendre. Promotion pour lutter contre l'exode rural. Oui, il ne faut pas vendre en dessous du coût de production. On ne calcule pas le coût de production de nos agriculteurs et alors quand ils sont sur le marché, ils vendent toujours à perte et c'est pour ça que les gens fuient l'agriculture pour se réfugier dans des produits ou dans des activités plus rentables. Merci beaucoup, Thierry Afankoué. Juste placer un mot par rapport à tout ce qui est dit. Je crois qu'il faut féliciter Bibiche Mola pour son engagement aux côtés du ministre bien avant le King Messon. Cette édition de Téléfoot, je crois que elle est spéciale. Nous avons l'habitude de soutenir les éperviers et nous mobilisons d'ailleurs des milliards
cette fois-ci... Des centaines de millions. Voilà. non, on parle des fois de milliards. Et la cause du ministre, je crois que elle est noble. Il est important que chacun, à son niveau, à son degré, puisse faire un geste pour soutenir cette initiative-là. D'ailleurs, l'événement est déplacé. En principe, c'est dans ce mois, je crois, le 16. C'est déplacé et elle aura lieu en décembre. Donc, nous devons continuer par se mobiliser, par nos gestes, à travers les numéros Flouze et Timoni, de même par le numéro du compte bancaire laissé, pour que ce projet-là, les 800 millions que le ministre entend mobiliser, nous puissions l'avoir et aller plus que cela pour financer ces jeunes, ces micro-projets d'entrepreneuriat agricole. L'espoir est permis, Bibi Shmola. Yes, we can. Oui, yes, we can. Yes, we can. Et pour bien étoffer la chose, le ministre, le dimanche passé, a lancé la grande tombola. Voilà. La grande tombola téléfoot au Tantea. Donc, c'est effectivement une tombola. Le principe, il est tout simple. Alors, vous tapez don, vous rentrez dans votre messagerie, vous écrivez don et vous envoyez au numéro 2828. Alors, vous jouez, il faut jouer parce qu'il y a pas mal de prix à y gagner. Hein? On a des ordinateurs portables à gagner. On va gagner des téléphones, il y a des pagnes, il y a des matériels informatiques. Et la cerise sur le gâteau, c'est des billets d'avion pour des séjours en Europe. Alors, il faut tenter sa chance. Mila tenté, Odola tenté. Très bien, merci. Niveau là, prochainement, il faut que le ministre fasse en sorte que les prix à gagner permettent aux gagnants togolais de plutôt découvrir le Togo plutôt que de voyager en avion, aller en Europe, revenir. C'est ici au Togo que nous préparons pour manger ici au Togo. Voilà, Bibiche, vous attirez l'attention du ministre là-dessus prochainement. Des billets de bus ou bien quoi pour explorer le Togo. Merci beaucoup. Alors, je partage avec vous cette fierté. Eh bien, nous sommes suivis en direct dans les locaux de l'ambassade du Togo au Maroc. Et cette ambassade qui couvre tous les pays du Maghreb, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, même Égypte. Ça doit être une fierté que ce que nous disons dans ce studio est écouté en direct auprès de nos compatriotes de la représentation diplomatique au Maghreb. Marc Aboufran, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux confrères en studio très bien étoffés et puis bonjour à tous les auditeurs, surtout à mon aîné qui est aujourd'hui le chargé des affaires à l'ambassade du Maroc et qui nous suit en direct. Merci, je le disais, autant je me suis senti par moments orphelin dans ce studio durant la semaine et aujourd'hui je ne trouve même plus de siège à offrir à vous les confrères et invités. Oui, Marc Aboufran. J'aimerais quand même revenir un peu sur l'opération Téléfood et dire que c'est une initiative très intéressante de mobiliser autant de millions pour soutenir nos jeunes agriculteurs. Mais dans notre pays, nous avons un seul problème avec la mobilisation des fonds. C'est que ces fonds-là sont bien mobilisés par les citoyens. Les citoyens mettent le fort. Je ne veux pas parler de tout ce qu'on a connu avec les éperviers. Mais une fois que ces fonds sont mobilisés, nous ne savons pas où va la gestion de ces fonds, comment ces fonds sont gérés. Et jamais personne ne vient véritablement rendre compte aux citoyens de ces fonds-là. C'est une interpellation que je fais au ministre Koutera Bataka. Non, je crois que sur ce coup, le ministre est engagé laisse-moi terminer, pour une traçabilité de tout ce qui serait mobilisé. Le ministre est engagé sur une traçabilité, mais nous connaissons nos engagements aussi au Togo. Je voudrais juste interpeller le ministre que le même entrain avec lequel on est en train de mobiliser les ressources, que ce même entrain soit au rendez-vous quand il s'agira de donner les comptes de cette opération Téléfood. Merci Marc. Non, je vais renchérir en disant que même un Premier ministre avait pris l'engagement que même un seul franc ne passera pas devers lui. Les gens devaient rendre compte. Est-ce qu'on a rendu compte jusqu'à présent? Un Premier ministre n'est pas Noël Bataka. Non. Je crois que si vous avez suivi le processus du début jusqu'au Thierry, oui. Attendons de voir la suite. Non, c'est pour vous rassurer, vos préoccupations sont légitimes, elles sont partagées. Lorsque nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre Koutera Bataka dans ce studio, nous lui avons posé la même question. C'est ce que Thierry tentait de vous rappeler. Le ministre Bataka s'est engagé
à ce que toute la transparence... Son engagement seul ne suffit pas. Non, il faut des garde-fous. Et allons jusqu'au bout du processus de la mobilisation des fonds et assurons-nous que, comme il a promis... moi, je suis d'accord que comme il a promis, nous aurons une transparence. Merci je rappelle juste que cette transparence-là est importante parce que l'opération téléphone ne va pas se limiter à cette année. Si l'émission est suivie en direct depuis l'ambassade du Togo au Maroc, ce n'est pas Bataka à côté ici qui va nous suivre. Lui-même sait directement toutes les attentes liées à ce projet. Vivement qu'ils ne nous déçoivent pas. Quand les médias et les artistes vous accompagnent dans quelque chose, ils gardent toujours leurs yeux et leurs oreilles bien ouverts, que le ministre le comprenne bien. Maintenant, nous allons revenir sur un sujet qui défraie un peu la chronique depuis quelque temps, ce que je me suis permis de sous-titrer. Est-ce que l'Institut national d'assurance maladie, l'INAM est-il dans l'œil du cyclone? C'est une question que je pose. La preuve, le confrère, plutôt l'alternative dans sa parution de ce jour, écrit INAM, voiture de fonction, billets d'avion, les très chères dépenses de Myriam Dessous et compagnie. Juste rappeler que dans Myriam Dessous, c'est la directrice générale de l'INAM. Déjà, dans leur parution du mardi dernier, deux journaux s'étaient intéressés au même INAM. Liberté du mardi 15 octobre qui parlait de fraude, de corruption, d'irrégularité et même de conflit d'intérêts. Et Liberté s'appuyait sur le rapport d'un audit, un rapport que le confrère Liberté trouvait d'accablant. Toujours le même mardi, l'Alternative, autre journal, parlait aussi de l'INAM et écrivait « Gestion des achats et marchés publics à l'INAM, un audit révèle de graves anomalies ». Et puis aujourd'hui, c'est Actu Express qui s'intéresse au dossier aussi. Actu Express qui écrit Institut national d'assurance maladie, un audit de la directrice générale pour voir clair dans la gestion des achats et attributions des marchés publics. Comme j'ai parcouru tous ces journaux, je retiens pour l'essentiel, Isidore, que c'est Dame Dessous, la directrice générale, qui a demandé, qui a commandité elle-même cet audit interne pour voir clair, n'est-ce pas? Évidemment, puisque moi aussi j'ai vu le rapport, je l'ai parcouru, je l'ai disséqué, et j'ai demandé à des experts comptables, auditeurs, bon, qu'est-ce qu'il en est? Quelle interprétation peut-on en faire? Et il m'a été revenu que, bon, si c'est le conseil d'administration qui commandite, ça suppose que le directeur exécutif est défaillant, ou il y a des problèmes de gestion. Mais c'est fait que c'est le directeur exécutif, en l'occurrence la directrice de l'INAM, qui a elle-même commandité cet audit. Ça veut dire que, au fait, c'est des méthodes pour pouvoir mieux gérer n'importe quelle organisation. Donc, elle veut se regarder elle-même directement dans son miroir. Oui, parce que si vous faites, c'est un audit interne. Ce n'est pas un audit externe. Donc l'audit interne sert à révéler les écueils d'un processus et pour éviter des crises structurelles qui vont bloquer les activités du non. Voilà ce que moi j'ai pu découvrir. Et voilà, bon, j'ai dit, bon, il faut disséquer pour remettre les choses à l'endroit. Et quand vous voyez les constats qui ont été faits au nombre de 15, voire 16, les recommandations, ça ont suivi, qui sont adressées plus aux directeurs administratifs et financiers, au président de la commission de passation de marché, et aucune de ces recommandations n'est adressée à la direction générale. Voilà, c'est l'exercice que j'ai essayé de faire pour remettre les choses à l'endroit. Merci. Donc, l'audit commandé par la directrice elle-même, eh bien, l'audit n'est pas allé d'une main gantée. Elle s'est consacrée à la planification des marchés et préparation des dossiers, à l'ouverture et à l'évaluation des offres, à l'attribution et à la contractualisation, au suivi de l'exécution des marchés et contrats,
au contrôle des diligences éthiques applicables à l'exécution des procédures simplifiées de la DRP. Mais Isidore, tous vos journaux concordent sur le fait que l'audit a quand même mis l'accent sur des anomalies criardes que la directrice et ses collaborateurs devront corriger au plus tôt. Évidemment, peut-être que c'est ça, puisque l'audit, les résultats sont tombés depuis juin et décembre 2018. Et c'est maintenant, nous sommes pratiquement à la fin de l'année 2019, qu'il y a de ces... parce que avant tout, l'audit interne est entouré d'une confidentialité. Hein. Donc, c'est tellement que des décisions ont été prises et des personnes ont intérêt à agir pour pouvoir brouiller les pistes et ne pas se faire sanctionner. C'est moi l'interprétation que moi j'ai de la chose. Et bon, il n'est pas à nous de faire le procès des lanceurs d'alerte. Mais si ce lanceur d'alerte se trouve être la personne impliquée dans les malversations et qu'on veut sanctionner, vous comprenez, tout son intérêt à brouiller les pistes. Merci. Donc, à l'endroit de Dame Dossou, cet audit interne voit son rapport déjà sur la place publique. Et le danger que moi j'entrevois, un institut comme l'INAM qui gère les maladies. Donc, est-ce que du jour au lendemain, on ne verra pas l'état sérologique de ces, comment dirais-je, de ces assujettis d'assurer l'INAM dans le domaine public. C'est que des documents internes a priori confidentiels se retrouvent sur la place publique. Alors que vous savez que les états sérologiques des individus sont entourés de, comment dirais-je, de confidentialité. Alors, dans ce sens, la directrice a intérêt également à verrouiller, à sécuriser les données. Ça, c'est très important. À sécuriser les données, et parce que avant tout, si vous analysez, le verre se trouve dans le fruit. Merci beaucoup pour la vigilance des médias dans ce sens-là, oui Thierry. Oui, je crois que Isidore a dit beaucoup de choses et je veux ajouter juste que cet audit-là vient à point nommé puisque INAM a déjà plus de 5 ans d'exercice d'activité et que cet institut-là s'apprête à lancer une nouvelle liste des médicaments remboursables par l'assurance maladie publique. Donc, il faut faire l'état des lieux pour savoir ce qui a été fait depuis son lancement. C'est-à-dire, je veux parler de la mise en place de l'INAM jusqu'à aujourd'hui pour permettre à la direction de réorienter ses actions pour le bonheur des assurés. Je crois que c'est l'engagement de la direction de satisfaire les assurés et cette direction est toujours ouverte aux assurés. Merci beaucoup. Nous passons... Oui, Marc Aboflan, un petit commentaire sur... je suis quand même inquiet sur le cas de cet audit-là qui date de 2018 et qu'on retrouve à la place publique fin de cette année. Parce que quand vous prenez l'audit, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il ne faut pas oublier que les sous de l'INAM, ce sont des ressources publiques. Ce sont des cotisations de chaque assuré INAM. Et il urge aujourd'hui que l'INAM puisse communiquer sur ces mesures-là qui ont été prises justement pour la correction des irrégularités relevées par l'audit. De corriger ces irrégularités-là, première chose. Et puis seconde chose, comme Isidore le soulignait tout à l'heure, c'est quand même très inquiétant qu'un institut d'assurance qui est censé avoir toute la confidentialité nécessaire retrouve des documents qui sont censés être des documents internes sur la place publique. C'est dire aussi qu'au sein de cet institut, qu'il y a beaucoup de collaborateurs indélicats et que la directrice gagnerait dans les prochains jours à faire le grand ménage si on veut que cet institut garde ses lettres de noblesse et continue pas à protéger les fonctionnaires togolais, un certain nombre de Togolais comme ils le font déjà. Merci. Nous ouvrons maintenant la page de la liberté. Liberté qu'a recouvré depuis quelques heures un certain Foli Sachivi. Et naturellement, beaucoup de journaux continuent à s'intéresser à cela. Voilà le vainqueur qui écrit « Grâce présidentielle, Foli Sachivi libre ». Temps nouveau, pour sa part, écrit la page 3. « Grâce présidentielle accordée à Foli Sachivi, un geste de Fort Gnassingbé bien apprécié ». Et
Forum de la semaine, lui aussi écrit à sa sortie de prison, Folis Sativi qui remercie le chef de l'État. Et le Canard indépendant relève libération du porte-parole du mouvement en aucun cas, la réaction divergente de Folis Sativi qui contraste avec le propos de ses avocats. Folis Sativi, à sa sortie de prison, qui dit, je cite, « J'aimerais remercier M. Faure Gnassingbé d'avoir eu le courage de me libérer. Ce n'est pas facile, je tiens à le remercier. » Fin de citation. De leur côté, les avocats du sieur Sativi, à savoir Maître Célestin Agbogan, Claude Amégan et Raphaël Pandé Adjaré, estiment pour leur part que Faure Gnassingbé était lui-même au cœur de la cabale judiciaire contre leurs clients. Et les avocats ont écrit ceci, citation, « Loin d'être une mesure de grâce présidentielle, cette décision est l'illustration par excellence que le président de la République lui-même pilotait ce dossier et que l'institution judiciaire au Togo, pour l'heure, n'existe que de nom. » Et pour sa part, Actu Express écrit que malgré la grâce présidentielle, Folis Sativi maintient le flambeau de la lutte. Et le changement, lui, se demande, grâce présidentielle, après Sativi, à qui le tour? Voilà, Isidore Akolo. Non, au fait, quand on a entendu parler de grâce présidentielle, beaucoup ont cru comprendre que bon, Sativi sera retraité dans son activisme politique. Mais ses premiers propos, c'est de rappeler au président de la République l'engagement de ne plus se représenter à l'élection. C'est ce qu'il avait conduit même à la prison, parce qu'il voulait organiser une conférence de presse et c'est comme ça qu'on l'avait arrêté et tout s'en est suivi que bon, rébellion, patati patata, bon, des délits qui ne sont pas aussi constitués que ça. Et voilà où nous en sommes. Je crois que ça a suscité un tollé général de par le monde et des médias se sont intéressés à la chose pour que Folis Sativi soit libéré. Mais on ne veut pas le libérer sans avoir fait un procès. Il avait eu un procès en première instance et deuxième instance, la peine a été réduite. Et une semaine après sa condamnation, on le gracie. C'est une très bonne chose. Merci. Personne ne veut voir même son pire ennemi à la prison. Mais ça ne mousse en rien son engagement, sa détermination. Merci. Donc, comme se le demande le changement, après Sativi, à qui le tour? Parce qu'il y a également d'autres personnes dans les géoles qui auraient souhaité que le chef de l'État leur accordât à eux aussi une grâce présidentielle. Mais en attendant la prochaine grâce, qu'est-ce qu'il faut comprendre par une grâce présidentielle? Nous parlons beaucoup comme journalistes, mais nous avons souhaité avoir aujourd'hui un connaisseur de la chose, analyste politique, Monsieur Esso Aklesso. Bonjour. Bonjour. Et d'abord, qu'est-ce qu'il faut comprendre par une grâce présidentielle, ce dont vient de bénéficier Folis Sativi? D'accord. D'abord, la grâce présidentielle, c'est quand toi-même, tu reconnais d'abord ton crime ou le délit qui t'est reproché et par le biais de ton avocat ou par ceux qui te représentent, tu demandes au président que j'avoue que j'ai commis tel, mais j'aurais voulu, je souhaiterais qu'on me libère pour que je puisse quand même recommencer à exercer mes activités d'une manière ou d'une autre. Il y a 4 niveaux, ou 2 niveaux principaux. Il y a la commutation de peine dont mon frère avait parlé. Si on t'a dit que tu auras 20 ans, par la grâce implicite, on te réduit la peine là au premier abord. C'est ce qui est fait dans son cas, sauf qu'on ne nous a pas parlé de sa commutation de peine. Maintenant, l'autre niveau, on le gracie plutôt à ce moment, juste pour dire que si, je ne sais pas si c'est lui-même ou c'est son avocat, s'il est libéré, c'est un signe que la personne n'a pas totalement, ou on ne reconnaît pas totalement qu'il mérite de subir cette peine jusqu'à la fin. Puisque le
le président reconnaît à la fin qu'on peut laisser cet individu parce que d'une manière ou d'une autre, c'est pas aussi grave qu'on l'espérait. Parce que ce que je veux mettre en exercice, c'est que les gens ne mélangent pas les choses. Les grâces présidentielles concernent souvent les délits ou les contraventions qui sont liées à la prévention routière ou des délits mineurs. Dans son cas ici, je n'arrive pas à situer parce que tantôt, il militait entre-temps à l'UVC comme président de LT2 et il s'est retrouvé sur le plan politique. Donc, du coup, si on devait le pénaliser, c'est politiquement, mais si on revient, est-ce que c'est un crime ou pas? Parce que je me rappelle ce qu'il lui a reproché, c'est apologie des crimes et délits. Donc ça veut dire que tu t'ancres, il est en train de faire l'ancrage dans ce qu'il fait. Et là, quand tu défends les crimes et délits, c'est punissable. Du coup, je reviens, la grâce, c'est une sorte de pardon à la compte de celui qui le demande. Mais il faudrait quand même que le concerné demande d'abord, soit par lui ou soit par son avocat. C'est le concerné qui demande lui-même la grâce ou par ses avocats. Merci. Forum de la semaine qui s'y intéresse aussi et qui écrit à la page 3, comprendre la grâce présidentielle en 5 points. Premier point, la grâce présidentielle est une réduction de peine. Deuxième point, tout citoyen peut bénéficier de cette mesure de clémence. 3, la grâce présidentielle n'est pas une amnistie. 4, le président de la République ne doit pas en abuser. Et 5, seul un président ou un roi, comme le Maroc au cours de la même semaine, peut accorder une grâce. Eh bien, monsieur Aklesso, donc une grâce présidentielle n'efface pas juridiquement ou bien judiciairement les condamnations, c'est ça? Non, ça voudrait que si Sativi va au palais de justice aujourd'hui pour prendre son casier judiciaire numéro 3, on va écrire sur ce qu'il a été condamné une fois. Il y aura ça quand même, on ne va pas effacer. Alors que si c'était une amnistie, totalement c'est effacé. Et il y a quelque chose qui m'a intrigué aussi, et c'est en fait sous le Jacques Chirac jusqu'à François Hollande, pour ne pas parler d'Emmanuel Macron, eux tous ont gracié les gens. Ce que le forum de la semaine dit, non, puisque nous sommes tributaires du droit français, depuis 58, les présidents français ont tour à tour gracié des gens. Il y a la grâce collective, il y a la grâce individuelle. Dans ce cas, le Togo, même souvent, il y a eu 454 détenus qui ont été... Oui, de temps en temps aussi, le chef d'État, je ne connais pas l'époque Olympio, ni Gruniski, mais je sais que Adema et Fort Gnassingbé ont à intervalles réguliers gracié. Donc, il ne faut pas que les gens fassent de la main, parce que c'est aussi le droit qui écrit cela. Donc, je voudrais plutôt que les gens comprennent que le Togo n'a pas fait une particularité, que cela se fait seulement, comme je le dis, ce sont des délits mineurs. Et si j'ai lu dans une personne, on a même parlé de Kwacha là-dedans, oui. Et Kwacha, l'atteinte à la sécurité de l'État. Donc ça, la grâce là, on ne peut pas donner si ce n'est qu'on consulte d'abord le Conseil supérieur de la magistrature. Même dans la grâce de Sativi, j'ai lu, c'est que le Conseil aussi en a donné son avis. Oui. Puis j'ai écouté là-bas, c'est comme si on aurait violé le droit de la justice togolaise. Alors que la Constitution dit à son article 72, si c'est bon moment, que le président peut faire la grâce présidentielle. C'est ce que le communiqué dit, que le chef de l'État a requis l'avis du Conseil supérieur de la magistrature avant de signer la grâce au bénéfice. Donc ce n'est que le droit togolais qui a été lu là-bas. Il ne faut pas que les gens cherchent midi à 14h. Merci. Je rappelle que cette semaine, le souverain du Maroc aussi a gracié une dame accusée d'avoir eu des rapports sexuels hors mariage et accusée même d'avoir fait un avortement. Ce dont la dame s'est toujours défendue. Même Paul Biya. Paul Biya aussi a gracié des gens même accusés d'avoir pris des armes contre leur pays là, mais ça c'est au Cameroun. Revenons ici au Togo avec cette grâce là de Sativi. Quand nous aurons un autre bénéficiaire de la grâce, nous en parlerions aussi. Oui, je pense aujourd'hui que le chef de l'État est sur la bonne voie, il devrait poursuivre. On ne peut pas se permettre. En tout cas, vu le climat qu'il entend créer au-delà de la libération de Sativi, il y a encore des personnes détenues politiques. Il y a beaucoup d'autres personnes qui méritent effectivement que cette grâce leur soit d'autant plus que accordée. Certaines de ces personnes, donc Kwacha Gnassingbé, ont sollicité
la grâce présidentielle. Et je voudrais réagir dessus, que notre loi ne dispose nulle part que c'est pour les délits mineurs ou c'est pour les délits que le chef de l'État peut gracier. La loi accorde la liberté discrétionnaire au chef de l'État de gracier qui il veut. Après, la seule obligation qui lui est faite, c'est après avis du Conseil supérieur. Maintenant, je sais que la loi en France est un peu différente de la nôtre, mais notre chef de l'État a cette latitude-là de gracier qui il veut. La seule chose qu'il doit attendre, c'est que cette personne-là soit effectivement condamnée et qu'elle ait épuisé tous ses recours en appel. Et je pense que c'est ce qui a été le cas de Sativi. Et donc, aujourd'hui, pour créer un climat propice même à tout ce qu'on veut, on promet aujourd'hui comme univers de développement, PND par-ci, investissement extérieur par-là, il faut créer aussi ce cadre de confiance entre politique et public. Et je pense que dans ce sens-là, tous ceux qui aujourd'hui sont encore des détenus politiques au sens propre du terme, le chef de l'État gagnerait à les gracier également. Eh bien, le chef de l'État avisera conséquemment. La semaine a également rimé avec l'entrée en fonction de nos 117 nouveaux maires et de leurs adjoints. Nous avons le bonheur d'avoir un adjoint au maire ici, M. Dossé Agnon. Rebonjour. Rebonjour. Félicitations pour avoir été élu le 30 juin comme conseiller municipal dans la commune. C'est Vaux combien? C'est Vaux 1. Vaux 1, Vaughan commune. Et puis, vous êtes également élu maire adjoint, deuxième adjoint au maire de votre commune. Vous avez pris fonction, je crois, le mardi. Oui, nous avons pris fonction. On a fait l'équipe sortante, c'est-à-dire les présidents de délégation spéciale, ont passé le témoin. Vous en passez le témoin. À nous, les nouveaux élus. Et nous avons pris possession des locaux. Et vous avez des locaux? Oui, on a des locaux. La mairie, la commune de Vaughan, précédemment commune de Vaughan, devenue commune Vaux 1, c'est-à-dire que maintenant nous avons le canton de Vaughan et le canton de Vaux-Coutimé dans notre collectivité. Et donc, je crois que nous avions rendu visite à la police. Hier, nous avons rendu visite à la police, nous avons rendu visite à la gendarmerie aussi, les forces de sécurité. On a voulu voir comment ils sont lotis et voir... Vous commencez par la sécurité. Oui, la sécurité. Dans tous les problèmes à Vaughan, c'est la sécurité. Non, ce n'est pas la police municipale. Ce n'est pas la police municipale dépend de notre juridiction. On leur a rendu visite. Avant, on a rendu visite au personnel de notre administration. Non, vous avez plutôt reçu votre personnel. Non, on les a reçus, voilà. On leur a rendu aussi visite à leur lieu de travail pour montrer notre disponibilité à créer un climat de travail fraternel et surtout à entreprendre cette mission d'être au service de la collectivité. Et c'est ce que nous leur avons exprimé. Et donc aujourd'hui, les collègues vont continuer, le maire et le premier adjoint vont continuer ce travail-là. Est-ce que vous avez déjà eu à définir un plan d'urgence pour vos 100 premiers jours à la tête de la commune de Vaux 1? Nous aurions incessamment une réunion de tous les conseillers municipaux pour établir le plan d'action. Donc là, il serait trop prématuré de s'y aventurer. Donc vous êtes déjà pleinement entré dans vos fonctions d'élu à la tête de la commune de Vaux 1. On s'y préparait avant l'élection des maires, puisque tout juste après l'élection des conseillers, on est obligé de créer une coalition pour pouvoir avoir une majorité pour gouverner, pour diriger ces mairies-là. Donc, pendant cette période, il y avait les tractations. Donc, tout est
Voilà un détail important. Ça veut dire que vous avez dû jouer sur le jeu des coalitions pour dégager l'exécutif de votre commune. Oui, je dirais c'est la population elle-même qui a imposé cela parce que il n'y a pas une majorité claire et franche. Donc, il a fallu que la C14, l'ANC, l'ENI, disons la coalition renouvelée et le MPDD puissent se retrouver et voir comment on peut donner à la commune une nouvelle vision, cette pratique nouvelle de gestion des affaires communales. Qui est le nom, on peut connaître le nom du maire? C'est M. Afandé. Il est de la C14. Donc on peut dire que c'est l'opposition qui pilote la commune de Vaux 1. Oui, c'est l'opposition. C'est une alliance de l'opposition. Donc voilà, dans Vaux 1, l'opposition a mis les autres dans... vous avez mis les autres comme vos opposants. Ah, mais vous savez, c'est la loi de la démocratie. Il y a une majorité et forcément, il y a une opposition. La majorité gouverne et l'opposition essaye de contrôler ce que fait la majorité pour le bien de la population. Donc la passation s'est faite sans aucune difficulté? Non, il n'y a pas de difficulté. Ça a été réglé comme une lettre à la poste par l'administration. je suppose puisque l'administration, la passation de service a eu lieu entre la délégation spéciale et son administration, avant que l'administration, je veux parler du ministère de l'administration territoriale, nous fasse maintenant la passation. Il n'y a pas de problème de contrôle ni d'audit. Merci. Donc, tous les 117 maires et leurs adjoints sont entrés pleinement en fonction dans Vaud, un peu partout, dans le Togo, jusqu'à Saint-Cassé, Pendial Ouest, un peu partout, même et surtout dans les 13 communes du Grand Lomé, Marc Abofra. Oui, bien évidemment, on a assisté tous à cette passation, mais il y a quand même une question qui me taraude l'esprit et je pense que Monsieur Dossé Agneron vient de l'effleurer un peu en disant qu'il n'y a pas eu de problème de contrôle ni d'audit. Je voulais savoir quel est le point, ou en tout cas, qu'est-ce qui leur a été remis en termes de passation? Est-ce qu'ils ont aujourd'hui un état des lieux de ce que la mairie dispose en termes d'actifs, que ce soit financier ou non, et de ce que la mairie dispose en termes de passifs, avant de prendre service? Monsieur le maire adjoint? Oui, cela fait partie de tout ce que l'administration, habituellement, il y a un procès verbal dans lequel tout ce dont vous venez de parler figure. Même les dettes figurent dans le procès verbal que nous avions. Mais maintenant, le détail de chaque entité se fera plus tard. Mais le jour de la passation, on va vous dire, par exemple, la dette s'élève à 1 milliard. Vous n'allez pas dire, bon, je veux avoir les décomptes en même temps. C'est après, vous aurez le temps d'étudier pendant que vous alliez avoir la possession des actifs et vous allez contrôler. Il peut y avoir des actifs qui peuvent être fictifs. Vous allez contrôler maintenant. Mais donc, est-ce que la balance penche plus vers les actifs ou les passifs? Est-ce que le bilan est positif ou négatif? Non. Vous vous adressez. Le bilan que nous avons eu, je crois que c'est une photographie instantanée de ce que les gens ont bien voulu nous donner. Maintenant, nous avons l'image, nous irons décomposer l'image pour voir où nous en sommes. À première vue. Mais je vous dis que c'est une photocopie, une photographie il serait difficile de nous avions. Parce que l'administration aussi a ses règles. Il peut répondre. Pourquoi il serait difficile? On leur a quand même fait l'état des lieux. Moi-même, je voudrais quand même lui poser une question qui me dérange beaucoup. Il y a la route de Lomé-Vaughan qui est en chantier. Et actuellement, Vaughan, la ville de Vaughan même est en chantier. J'étais pas, on a bloqué partout. Je sais pas si c'est dans les prérogatives de Vaughan
d'aller jusqu'à Koumapé. Bon, d'après, je sais que vous prenez de Koumapé jusqu'à vers chez vous. J'ai vu les derniers pluies ont tellement délabré. Vous venez de dire que vous êtes allé, je ne sais pas si c'est uniquement au niveau de votre commune, ou bien la mairie plutôt, qu'on vous a fait état, ou bien vous êtes promené dans la vie pour voir réellement. En somme, est-ce que votre commune a la maîtrise de la route Lomé-Vogan? Vous savez, vous savez, je suis très heureux pour cette question. Je ne viens pas d'ailleurs, je suis de la commune, je fréquente cette route-là tous les jours, donc ce n'est pas au moment de la passation qu'on va me montrer les dégâts qu'il y a sur ces routes-là. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes au pied du mur, il y a du travail à faire. Et nous allons nous mettre au travail et relever le défi. Donc, ça, on vous a remis une patate chaude. Ça, c'est notre conviction. C'est notre conviction. Maintenant, l'actif et le passif, nous aurions le temps d'en parler. Si nous voulons nous accrocher à ce problème d'actif et de passif, nous allons dépenser toutes nos énergies dans des petites histoires. Nous voulons construire. Donc, je crois que à partir de la route de Vaughan, qui traverse, je crois, toute la commune, les deux communes d'ailleurs, jusque dans le dans une autre préfecture aussi, hein, la route Lomé-Vaughan de Lomé commune traverse Golfe, Zior, Vaud. Donc c'est une route transversale. Donc cette question ne concerne pas uniquement la commune de Vaud-1. Merci beaucoup. Il nous reste juste quelques minutes, mais je voudrais qu'avec notre invité surtout, M. Dossé Agneron, le tout nouveau adjoint au maire de la commune de Vaughan, ne reste pas moins Vaud-1. Vous ne restez pas moins président de votre parti, le NI. Jusqu'à preuve du contraire, vous émergez dans l'opposition. Oui, nous sommes un parti ancré dans l'opposition. Notre troisième congrès statutaire que nous avions fait à Vaughan, le 3 et 2 décembre 2016, nous a donné une mission. Et notre feuille de mission, c'est ce que nous appelons le programme commun. Justement, à ce niveau, pour la présidentielle 2020, beaucoup de journaux, je prends à tout hasard le confrère Temps Nouveau qui écrit que la présidentielle de 2020 donne de l'insomnie aux partisans de l'alternance. Alors dites-nous, M. Dossé Agneron, comment est-ce que vous-même et votre parti, l'UNI, comment est-ce que vous appréhendez la présidentielle 2020? Comme je le disais tantôt, nous avions déjà commencé à faire le plaidoyer du programme commun pour que tous les partis de l'opposition se mettent ensemble. D'abord, nous avons parlé de la table ronde de l'entente de l'opposition, parce qu'il y a trop de problèmes parmi nous. Et il y a les petites rumeurs, il y a les rancœurs. Il faut qu'on se retrouve pour que on essaye de corriger enlever ces petites histoires pour nous atteler à faire un programme commun. Chacun a un programme de société. On va essayer de se retrouver dans un programme que nous souhaiterions mettre en œuvre quand nous serions au pouvoir. Et là aussi, on parle de la plateforme gouvernementale qui est l'outil de la mise en œuvre du programme commun. Voilà le plaidoyer que le parti LENI fait depuis 2016. Et aujourd'hui, nous avions fait un conseil national la dernière fois, le 12, pour évaluer le chemin parcouru, et nous avions trouvé que c'est un peu inquiétant, comme votre confrère le dit tout à l'heure, que l'opposition a de l'insomnie. Au conseil national, nous avons trouvé... De notre parti, nous avons trouvé que c'est un peu inquiétant que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à créer cette dynamique pouvant nous permettre de dégager le candidat, de former un bloc solide. Il nous faut un bloc solide en face du RPT uni pour donner une chance à l'alternance. Si on n'a pas un bloc solide, compact, dès le premier tour, nous pensions que le rassemblement
qui se projette sur le second tour serait difficile à maîtriser parce que déjà le premier tour va créer des tensions entre certains partisans et il leur serait difficile de revenir parce que pendant la campagne, vous avez trop critiqué les uns, vous êtes trop critiqués, on n'a que 2 semaines pour corriger et aller Alors, au concrètement, programme. quelle est votre stratégie? Vous parlez de table ronde, et les échos, vous-même, vous l'avez dit, les échos qui viennent de vos partis frères, c'est plutôt inquiétant. Nous sommes à 5-6 mois de la présidentielle. Alors, votre stratégie, est-ce que ça se définit en termes de candidat unique ou bien d'une stratégie unitaire? Parce qu'il y a quand même des nuances dans l'une ou l'autre forme. Oui, c'est-à-dire que le candidat unique, en tant que tel, nous ne le voyons pas. Il faut le candidat d'ensemble, un candidat qui soit sur la base d'un programme commun. L'unicité est exclusive. Et c'est ça qui nous pose le problème depuis le Code 2. On a voulu avoir un candidat unique du Code 2. On n'a pas pu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on demande encore un candidat unique. Même notre C14 qui s'est désintégré d'elle-même, on voit que il est difficile de choisir une seule personne s'il n'y a pas un programme commun. Donc, nous pensons... Vous ne le voyez pas ou bien vous ne le voulez pas? Nous pensons qu'il faut qu'il y ait un programme commun pour qu'on puisse dégager cette personne-là. Pour nous, nous disons que c'est le porte-flambeau du programme commun. Il sera le porte-drapeau du programme commun. Au lieu de parler d'un candidat unique, l'unicité est exclusive parce qu'il viendra avec son programme à lui. Voilà la nuance. Et c'est pour ça que nous souhaitons, comme Aklesor et Sol le dit, nous souhaitons qu'il y ait ce porte-flambeau et les uns et les autres pensent qu'on ne peut le faire qu'après le premier tour. Voilà là où nous sommes. Monsieur Aklesor? Il y a un petit souci. D'abord, je voudrais que l'opposition comprenne quelque chose. Non, c'est dossier à Oui, c'est dans le dossier à l'opposition, elle est d'accord. plurielle. C'est monsieur de Soanon, je voudrais dire ceci. Si il advenait qu'au premier tour, Uni a déjà 55%, vous n'irez pas au deuxième tour. C'est ce que vous comprenez. Puis vous venez de parler de, si il remporte, ça dépasse 50%. Et quand il n'y a plus de deuxième tour. Faut bien lire la loi là. Non, ce n'est pas, nous ne sommes pas naïfs. Nous connaissons le code électoral. Nous savons que pour accéder au second tour, il ne faut pas qu'il y ait un candidat qui ait plus de 50% au premier tour. Donc, nous le savons. Mais nous savons aussi que l'électorat que nous avons, on connaît la capacité de notre électorat et qu'il est difficile à un parti d'avoir 50% au premier tour. Si on élimine les fraudes, si on revoit le code électoral, le parti, mais écoutez, vous aviez parlé tout à l'heure d'amnistie. C'est parce qu'il y a qu'on a eu l'amnistie. Donc, quand on pose le problème politique, on doit le régler avec des raisonnements qui peuvent être conditionnels parce qu'on demande à l'autre de le faire. Ce qui veut dire qu'il faut une rélecture du code électoral. Nous devons relire le code électoral. Avant la présidentielle 2020. Avant la présidentielle 2020. Nous sommes à quelques mois. Nous avons un code électoral. On a organisé les élections législatives sans code électoral. Le code électoral n'a pas été revu. Il y a des actes qui ont été posés hors code électoral. Donc, nous devons revoir le code électoral et revoir la composition de la CENI. Revoir la composition de la CENI, c'est ce que nous souhaitons, parce que tout le monde souhaite que ce pays soit en paix. Tout le monde souhaite que ce pays soit mieux gouverné. Et c'est dans ce sens-là que nous demandons que le code électoral soit revisé. Et quand on parle de c'est parce que cela dépend de la volonté
du chef de l'État. S'il veut que nous rentrons dans l'ère de l'enracinement de la démocratie, alors il prendra les dispositions ce que notre invité dit corrobore la demande de la C14 qui a demandé également notamment la révision du code électoral et d'autres choses. C'est ce que le président de l'ANC également a demandé, une rencontre avec le chef de l'État pour améliorer le code électoral. Même le code électoral en vigueur a été violé lors des élections communales. Donc, ce que nous demandons, ce n'est pas sorcier. C'est que nous voulions que ce pays soit apaisé. Merci. Oui, non, ce que vous demandez, ce n'est pas sorcier, mais est-ce que c'est réalisable la volonté politique permet de réaliser même ce que semblerait à chacun impossible. C'est une question de volonté politique où nous voulions que ce pays, nous voulions léguer un pays solide à la génération suivante où nous voulions continuer. Oui, le problème, c'est que la fameuse volonté politique devient une arlésienne. Beaucoup de personnes en parlent, mais très peu la voient. Juste pour rappeler, parce que nous sommes tenus par le temps, pendant que nous sommes dans ce studio, un parti frère, l'ANC, est en congrès. Et certaines supputations laissent entendre que, au terme de ce congrès, demain, le parti désignera ou désignerait son candidat à la présidentielle 2020. Mais c'est bien. Et entre-temps, l'information a circulé que André Johnson sera ou serait le candidat de l'UFC à la même présidentielle. Et aujourd'hui, Togo Matin écrit « Gilkis Olympio peut dormir tranquille ». André Johnson n'a jamais eu l'intention de le doubler. Voilà où nous en sommes. Nous sommes très nombreux. Nous sommes loin d'avoir fini de développer vos arguments. Mais comme le verdict du temps s'impose à nous, nous allons devoir nous suspendre ici et attendre que les auditeurs co-animent avec nous. 93.5 Canal FM. Eh bien, le plateau est vraiment peuplé et nous avons abordé pêle-mêle plein de sujets. Nous avons souhaité bonne chance aux éperviers locaux qui jouent demain pour nous qualifier pour le CHAN. On a parlé de l'engagement de Bibi Shimola dans la réussite de l'opération Téléfood 2019. On a abordé d'autres questions comme l'INAM qui se retrouve dans l'œil du cyclone. Folie Sativi qui a recouvré la liberté grâce à une grâce présidentielle, et puis la décentralisation et les appréhensions des uns des autres pour la présidentielle 2020. Sur l'un ou l'autre sujet, vous êtes attendu. Alors bonjour. Alors bonjour. Papa Sadjiné. Oui. Oui, vous voulez intervenir sur quel sujet? Sur le dernier point. La présidentielle 2020. Voilà. Oui, allez-y. Moi, je souhaite, il faut que la CENI soit bien organisée. La CENI est déjà organisée. L'élection soit bien revue. Et nous avons dit bravo à celui qui le gagne. Merci. Merci. Donc, c'est plutôt un souhait de Papa Sodjine que la CENI soit recomposée et que l'élection soit mieux organisée que précédemment. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui. Abonné. Abonné, oui, on vous écoute. Oui, j'ai deux sujets là. Allez-y rapidement. Le premier, c'est par rapport à l'invité qui a parlé de Folie Sativi. Oui, notre ami à Clesson et Sort. Il est là, non? Il est là. Ok. Est-ce qu'il y a un don présidentiel? Parce que avoir ce qu'il a développé, on ne retrouve pas Sativi dans ce carnaval-là. Il dit qu'il n'a pas commis, il n'a pas reconnu une faute, mais on l'a gracié. Est-ce qu'on peut l'appeler un don présidentiel? C'est ça ma question. Merci. Deuxième chose, oui. Pour l'homme politique. Oui. Monsieur Dossé Agnon. Voilà. Ici, j'ai su que parmi eux, personne unilatéralement ne peut pas gagner ce régime. Et jusqu'à présent, alors là, nous parlons, ils ne se sont pas encore entendus sur une stratégie. Est-ce qu'il ne peut pas aller dormir jusqu'au 2025 ou bien 2030, ils vont se réveiller pour voir quelle stratégie adopter?
Merci. Merci. Eh bien, vous répondez à notre ami abonné. Oh, je le remercie. S'il est défaitiste, nous ne le sommes pas. Quand on veut travailler pour son pays, on essaye de trouver les stratégies nécessaires pour gagner. Je voulais lui rappeler seulement que François Mitterrand a passé plus de 25 ans à lutter et un jour, il a gagné les élections. Donc, et Chirac aussi a été 3 fois aux élections avant de l'emporter. Donc il ne faut pas se caricaturer l'effort des uns et des autres. Merci. Eh bien, monsieur Akleso Essor, oui. Est-ce qu'il y a un don présidentiel? Non, en fait, je devrais lui dire qu'il n'a jamais eu un don présidentiel. Ce qu'il n'a pas compris, et Sativi portait deux casquettes. Il se peut qu'il ait dit quelque chose qui quand même titillé les gens, mais d'une manière ou d'une autre, politiquement, quand tu t'attaques à un politicien, il peut quand même te trouver crime où il n'y en a pas. Et en plus, Sativi a été jugé. Nous disons la grâce présidentielle, c'est celui qui a été jugé et dont lui-même ou ses avocats ont demandé la grâce présidentielle. Donc, Sativi est convoqué et est condamné et il a demandé la grâce présidentielle soit par lui, soit par son avocat. Donc, il n'y a pas histoire de don là-bas. À notre connaissance, il n'y a pas de... Est-ce que Sativi lui-même ou ses avocats ont sollicité la grâce présidentielle? Je ne sais pas s'ils ont sollicité la grâce présidentielle, mais il y a eu plusieurs courriers de Folie Sativi demandant expressément au président de la République de le libérer. Merci beaucoup. Non, mais dans ce cas précis, il faudrait qu'il reconnaisse d'abord les crimes. S'il adresse le courrier, il a déjà reconnu. S'il adresse un malheureusement, il ne reconnaît pas et lui et ses avocats, ils ne reconnaissent pas parce qu'il faut suivre ou lire la déclaration de ses avocats juste après sa libération où ses avocats indexaient. On prend acte que Folie Sativi a écrit au chef de l'État pour demander la grâce. Ce qu'il a mis dedans, on le verra dans le jour à venir. L'auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. C'est Sylvain. Sylvain Agbaï. Oui. Nous vous écoutons. Moi, je voudrais intervenir sur 2 points là. Et pour les élections futures 2020 là. Oui, la présidentielle. Ah oui. Et je voudrais demander à l'invité s'il ne peut pas faire des racontes de coulisses avec le pouvoir. Sinon, moi, je dis, même s'ils ont des délégués dans les bureaux de vote, même si c'est 500 dans chaque bureau de vote, le jeu est déjà fait. Moi, j'aurais souhaité qu'ils fassent des rencontres de coulisses avec le pouvoir. Pour faire quoi dans les couloirs, s'il vous plaît? Pour qu'ils passent la main. Bon, je crois que cette stratégie-là, on est loin de voir le pouvoir céder parce qu'on l'a approché pour qu'il nous cède le pouvoir. Non, le pouvoir, nous irons gagner les élections. Les Togolais veulent, le peuple togolais veut le changement. Donc, nous voulions les conditions d'élections transparentes pour que le peuple puisse se prononcer. C'est le peuple qui a la légitimité, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Merci, je rappelle qu'il n'y a pas que la présidentielle 2020, nous avons parlé de plein d'autres sujets qui pourraient aussi vous intéresser. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, alors bonjour, c'est M. Kodjo. Oui. Je voudrais poser une question à qui? À M. José Agneron. Oui. Comme il est de Vaud, il me semble que dans le Vaud 4, il y avait un problème, une dame qui n'est pas été élue lorsque les conseils municipaux ont fait leur vote et son nom se retrouvait dans le journal officiel. Je voudrais demander s'ils ont pu trouver une solution à ce problème. Merci. José Agneron. Non, dans le Vaud 4, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ceux qui sont élus ont été ceux que la Cour suprême a proclamés. Effectivement, je peux confirmer parce que Vaud 4, c'est ma commune. Donc, il n'y a pas de personnes extérieures qui soient retrouvées sur la liste des conseillers municipaux. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour. Oui. C'est M. Rodrigue. Rodrigue. Depuis Agoué-Koshiga. Agoué-Koshiga. Vous intervenez sur quel point? Je voudrais intervenir d'abord sur 2 points. Le premier au niveau de
de l'équipe nationale locale. Oui, diminuez un peu le bouton de votre poste récepteur. D'accord. Eh bien, bon? Oui. Bon, il y a toujours les échos, mais allez-y quand même. C'est bon maintenant? Oui, bon, allez-y quand même. D'accord. Juste souhaiter vraiment une bonne chance à l'équipe nationale locale. Aujourd'hui, Abalo Dossé est en train maintenant de faire la preuve réellement, parce qu'il a la main libre. Et c'est à cause de ça que il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Mais seulement, je voudrais dire, c'est le Nigeria et tout peut arriver. Tout peut arriver là-bas et à Lagos. Donc, comme l'a dit quelqu'un, nos voeux les accompagnent et que réellement nous prions pour vraiment pour une qualification historique. Secondo, je voudrais intervenir au niveau de dire d'abord à notre invité. Lequel? Bonjour à lui. Nous avons 3 invités, Bibiche Mola, Akleso Esso et Dossé Agnon. Je voudrais parler aux politiciens, M. Dossé Agnon, pour leur dire, ils savent quoi? Franchement, le Togolais est fatigué. Nous sommes fatigués parce que, ils ne disent pas la vérité. Secondo, tout ce qu'ils nous disent, ils disent quelque chose le matin, à midi, ils changent de version. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment pour ce peuple? Est-ce que réellement, ils veulent vraiment le bien de ce peuple ou bien ils veulent que leur bien? Merci, bonne émission. Merci. Dossé Agnon, vous voulez répondre rapidement? Oui, on se bat pour le bonheur du peuple. On veut, chacun a sa vision. Et moi, ma vision, avant de devenir homme politique, j'étais même dans l'humanitaire. Je m'occupais des toxicomanes. Je m'occupais des enfants de la rue. Ça veut dire que mon intérêt, c'est le bien-être de l'homme togolais. Aujourd'hui, quand Sass m'a présenté, il avait oublié ce volet de président d'ONG de vie libre et positive. Et que tout le monde sait que avant d'être dans la politique, je m'occupe beaucoup du social. Merci. Vous avez oublié de mentionner que vous étiez également dans le tourisme. Eh bien, l'auditeur en ligne, bonjour. Alors, bonjour. Oui. Johannes, oui. Bonjour, monsieur Dossé Agnon. J'étais étonné lorsque on vous demandait dans le bilan qu'on vous a présenté, est-ce un bilan positif ou négatif? C'est une question simple à laquelle il fallait donner une réponse simple. Mais j'étais étonné que vous ne vouliez pas du tout nous dire à la population si le bilan est négatif ou pas. Je me dis que cette décentralisation que nous avons appelée de tous nos voeux pour avoir des élus proches du peuple, si ça commence comme ça, je me dis que ça commence mal. Est-ce que vous êtes venu pour dire la vérité au peuple ou bien c'est juste pour encore avoir des langages de politiciens? Ils n'ont même pas encore. Si, de la manière dont vous avez voulu passer à la côté de la question, moi j'ai juste compris que c'est un bilan négatif. Donc que Isidore Akolo comprenne que c'est le bilan, c'est qui tire sa conclusion. Merci. Mais je vous dis que franchement ça commence mal. Mais est-ce que vous ne tirez pas trop tôt vos conclusions? Dossé Agnon. Mais notre ami, je voulais le rassurer que nous avions reçu un document. Il nous faut le temps d'apprécier le document, de l'analyser et maintenant de tirer les conclusions. Il ne faut pas penser que en voyant un papier sur lequel on a fait la passation de service, vous allez tirer toutes les conclusions. On peut auditer ce qui nous avait été donné avant de pouvoir donner notre avis. Merci. L'auditeur qui attend en ligne, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui. C'est M. Kodjo. Oui. Monsieur Sass, oui. dont je voudrais parler. Vous connaissez ça, c'est dans le Yoto 4, je crois. Donc, comme il est dans l'opposition, s'il peut m'éclaircir un peu, ce serait bien. Okay. Donc, c'est Yoto 4 qui a eu une intrus. Oui, mais ça, oui. Eh bien, nous allons chercher. Je mets mes confrères à contribution. Merci beaucoup pour cette précision sur la commune. L'auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Canal FM. Oui. C'est Kofi. Kofi. Folie. Folie. Oui, j'appelle d'Enfame. Enfame, oui.
j'aimerais demander à monsieur le vice-maire quelle idée a-t-il face à la situation des maires du Grand Lomé, face aux lois que le gouvernement vient le projet de loi que le gouvernement vient d'élaborer. Merci. Monsieur le maire adjoint de Vaux-1, quelle est votre compréhension de la situation de vos collègues du Grand Lomé? Ce n'est pas seulement nos collègues du Grand Lomé. Comme dirait quelqu'un, quand le feu brûle ailleurs, quelque part, il faut penser aussi à sa case immédiatement. Ce qui veut dire que ce qui arrive avec le district de Grand Lomé, que nous ne comprenons pas, ça peut tomber sur les districts de Grand Vaud, les districts de ce qui remet totalement en cause la décentralisation que nous avions souhaitée. Merci. Mais nous veillons à ce que la décentralisation que le peuple togolais a souhaité soit mise en place et que les maires, on leur laisse la latitude de leur prérogative. Je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas que M. Dossé Agnon qui est notre invité. Les autres aussi attendent vos questions, vos commentaires, pourquoi pas. Oui, bonjour. Ah, bonjour, M. Sass. Oui. Votre ami, Ajidan Ouroyondou. Ah, je suis au garde à vous. Ouais, repos, comment vous allez? Je vais bien. Ok, je suis content de mon oncle Bibi Simora. Il faut lui dire que j'ai des terres à Paris, hein. Ouais, je vais travailler avec lui. C'est juste pour le rappeler, hein. Quand il tenait la guitare, il venait chez moi à Lukafou avec mon neveu Aboudouati. Il a oublié cela. Donc il va avoir ce numéro après, on va s'échanger. Eh bien, moi, j'aime l'agriculture, hein. Et je suis content de lui et je suis derrière lui. Ouais, vous avez l'agriculture, mais vous avez choisi plutôt la gendarmerie. Ah, mais on mélange tout, hein. Qui ne mange pas. Ah, le ventre affamé, hein. Merci. Ok, bon vent, bonne chance à tous. Merci. Voilà, monsieur l'adjudant Ouroyondou qui se rappelle les bons vieux temps avec son oncle Bibi Shimola. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Adjovi. Oui. Nous vous suivons. Sur quel sujet? Je suis affamé, hein. Je vais parler avec vous avez faim ou bien vous êtes affamé? Oui. Il faut regarder avant de faire la politique. Bon, je voudrais seulement l'encourager. Encourager qui? Et l'initiative, ce que le ministre Bataka nous a... Coopération téléfoot. Coopération téléfoot, vraiment. Oui. Il faut la mobilisation, mais il faut un suivi. Parce qu'au Togo, on cotise, mais à la fin, on ne nous rend pas compte. Le cadre des éperviers, on a tout fait. Le premier ministre, l'homme classe, Aoumé Zounou, nous a dit même 1 centime. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de compte. Faut pas que ça soit avec l'initiative de l'agriculture aussi. Merci. Ok, merci. Bye. Bibi Shimola, vous allez devoir transmettre. Oui. Non, je pense que les gens doivent continuer par dire ça. Parce que c'est aussi ça la pédagogie, hein. Le rappeler, et les gens prendront conscience que c'est tellement important pour les gens, et petit à petit les gens vont aller vers la transparence et la traçabilité. Que Bataka ne ressemble pas à Oumé Zounou, bien à Lorenzo Guimadje. Merci beaucoup. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. C'est Richard de Copenhague. Richard de... Ah, notre ami de Copenhague. Oui, nous vous suivons. Ouais. Bonjour, mon frère Mola. Bonjour. Bonjour. Bon séjour à Lomé. Merci. J'aimerais bondir sur la politique aujourd'hui. Le Togo a son histoire. Le Togo a son péché originaire depuis l'indépendance, depuis 1960. J'aimerais demander à notre grand frère politicien, le politique, que, supposons qu'un opposant soit au pouvoir aujourd'hui. Non, en 2020. Pas aujourd'hui. Non, en 2020. Oui. La même si sa conscience
qui nous disent si ce président pouvait diriger ce pouvoir, est-ce qu'il pouvait être gouvernable sans l'unir, sans les partisans d'unir avec eux. Merci. Eh bien, c'est la question de Nami Richard. À supposer que quelqu'un de l'opposition arrive au pouvoir en 2020, est-ce que le pays, lui, sera vraiment gouvernable si cette personne la retrouvait unie dans son opposition? Vous savez, le respect de la démocratie exige que la loi majoritaire soit respectée par tout le monde. Si il advenait que l'opposition gagne, l'opposition doit gouverner. Mais celui qui sera élu doit tendre la main à l'autre camp pour une politique d'apaisement. Donc, je crois que l'idée de la démocratie, nous devons mieux la cultiver pour savoir que être élu, ce n'est pas contre l'autre, mais c'est avec l'autre pour travailler pour le bien de la population en général. Merci à vous, Dossé Agnon. Merci à tous les invités. Merci surtout à ceux qui ont été en ligne et qui nous ont appelés. Sauf que Thierry, afin que nous terminons cette émission sur une note de deuil. Oui, tout à fait. Je crois que à suivre la réaction des uns et des autres, on attend beaucoup de ces nouveaux maires-là. Et au niveau de la commune de l'Est Mono, notre confrère à Atlantique Info rapporte que le nouveau maire est élu, est décédé malheureusement. C'est un ancien receveur de l'enregistrement à l'Office togolais des recettes, OTA. Voilà donc l'information. Eh bien, monsieur Tossima Katelewena, à peine élu maire, à peine a-t-il pris fonction qu'il a quitté le monde des vivants. Dossé Agnon, vous venez d'à peine d'arriver que vous enregistrez un décès. On s'incline devant la mémoire du maire qui est disparu et nous présentons nos condoléances à toute sa famille. Merci beaucoup. Et chez nous en pays, on dit wachi wachi, c'est-à-dire que le maire qui vient de partir, que la mort s'arrête par lui, que ça ne continue pas sur vous autres. 93.5 Canal FM. Eh bien, nous sommes très nombreux, mais on va y aller rapidement. Les invités pour leurs mots de conclusion et les confrères par leur carton. Eh bien, cher ami Aklesa et ça, toute ma gratitude pour vous rendre disponible. Je présume que nous vous aurons de temps en temps dans ce studio pour nous éclairer. Merci, je suis bien aise de participer à cette émission. Seulement, je voudrais que les gens mettent le Togo au cœur des préoccupations, quel que soit ton bord politique. Il faudra que le Togo soit gagnant en tout état de lieu, parce que toutes les vicissitudes telles opposants, unis, tout ça là, il faudrait qu'on mette le Togolais au cœur des préoccupations et que les gens mettent la différence entre le peuple et leurs militants ou électeurs. Il faut que les gens différencient ces gens de choses. Et c'est l'ami Rodrigue de Kochigan qui dit que finalement nous sommes fatigués des politiques et vivement que les politiques nous réconcilient avec eux. Bibiche Mola, eh bien vous, c'est la chanson, l'agriculture. Et vous vous mettez en plein dans l'opération Téléfoot. Ben oui, j'appelle tout le monde à se mobiliser pour Téléfoot 2019. Jouons notre partition en envoyant plusieurs fois dans au 28-28 ou en faisant un transfert Timoni, s'il vous plaît. Je vais rappeler juste les numéros 00228, le 90 26 94 113 ou le 00228 90 90 84 22 ou par flouze 228 99 95 19 89 pour appuyer la nouvelle génération. À côté, il y a la grande tombola. Alors, c'est très simple. Avec 200 francs, vous envoyez don au 28 28 et vous avez beaucoup de lots à gagner, des ordinateurs portables, on a des téléphones, on a des pagnes, du matériel informatique et des billets d'avion pour des séjours en Europe. Et prochainement, des billets pour le nord des billets, oui, pourquoi pas. Merci beaucoup, Gabriel Dossé Agnon. Vraiment, bonne chance à la tête de la commune Vaud 1, à vous-même et à vos collègues de cette municipalité. Oui, nous en avons besoin. Le travail
qui nous attend est très important pour notre population, pour notre commune et surtout au niveau de l'opposition. Comme nous l'avons dit dans notre déclaration, nous appelons au sursaut, un sursaut citoyen pour que l'opposition puisse donner une chance à l'alternance en 2020 en optant pour le programme commun. Merci à vous. Maintenant, chers confrères, vos cartons, très rapidement. Thierry Afankoué. Pas de carton, juste un appel à nous tous. Soutenons l'opération Téléfoot. Et l'événement a lieu en décembre. Merci beaucoup. Marc Abofla. Mon carton est vert, il va à l'endroit de tous les promoteurs de produits locaux, à tous les jeunes togolais qui aujourd'hui produisent de la consommation locale. Je pense spécialement à deux jeunes, un garçon et une fille, Josiane et Arif, qui depuis un certain temps produisent une marque de streetwear, de vêtements dénommée Lomé. Et donc mon carton est vert à l'endroit de tous ces jeunes-là qui essayent de monter haut les drapeaux de notre pays. On peut y ajouter notre ami Daniel Agblevon qui fabrique du pain, du très bon pain, et des croissants à base de manioc et d'igname. Si vous en mangez, waouh! Isidore Sassou Akolo, votre carton? Pas de carton. Merci. Eh bien, nous sommes nés d'une femme que nous chérissons beaucoup. Elle nous a retrouvé la grande dame ODD. Juste nous signaler qu'elle est de retour. Prochainement, elle sera au studio et c'est par elle que nous clôturons l'émission. Gatougbé Roland Aziaka. Ben, au revoir. Merci beaucoup. Bon week-end. Nous nous retrouvons le lundi prochain à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Raison de plus, solidairement, de continuer à célébrer la vie. C'est un bien unique.